On dit souvent que entre le sud et le nord de la Seine-et-Marne, les relations sont complexes et parfois turbulentes. Eh bien, ce soir, c'est très exactement la démonstration contraire que nous apportons, avec la présence évidemment du conférencier ce soir, Brice Bution, mais la présence aussi de Laurent de Villers, qui sera le prochain conférencier et qui, d'une certaine manière, est en repérage. Repérage de vos visages pour s'assurer que vous serez bien là la prochaine fois, et en repérage du lieu, qui est aussi tout à fait important pour poser sa voix. Donc, si j'insiste sur cette dimension, c'est qu'il y a eu ici ou là des éléments qui ont pu légitimement interroger pour savoir si toutes les synergies fonctionnaient bien entre Fontainebleau et le Val d'Europe. Eh bien, nous en avons ici la démonstration. Et ce soir, nous écouterons évidemment avec beaucoup d'intérêt et d'attention Brice Bution. Nous l'écouterons d'autant plus qu'il est d'abord un jeune collègue qui enseigne au CNAM, qu'il est de surcroît un catalyseur d'initiatives par les fonctions qui sont les siennes à l'IFT Paris-Est et par l'expérience qui est l'ancienne, notamment dans le champ du tourisme et du patrimoine. Je n'aborderai pas le sujet, je ne l'effleurerai même pas dans la mesure où dans quelques instants Nathalie Fabry va nous en dire un mot, mais je crois qu'il est tout à fait important en tout cas que par sa présence il illustre non seulement ce que je disais à propos du partenariat nord-sud Seine-et-Marne, mais aussi parce que le CNAM, l'université, sont au sein du cluster porteur d'un projet dont on vous parlera plus tard, qui est en cours de finalisation dans le cadre du programme des investissements d'avenir. Ce qui montre bien qu'au-delà des actions concrètes que l'on peut mener, il y a aussi la nécessité, sur le champ de la formation et de la recherche, de prendre des initiatives qui permettent, au sein du cluster et au-delà de ses limites, d'avoir ainsi un creuset d'initiatives qui montre bien que le tourisme répond aux enjeux et dans son organisation et dans ses développements, aux enjeux économiques, dont notamment Jean-Yves Durance, il y a quelques semaines, soulignait le caractère tout à fait stratégique. Et donc, je n'insiste pas davantage. Donc, merci Brice d'être là ce soir. Merci Laurent d'être là dans quelques soirs qui viennent. Mais il est vrai que désormais, et pour des raisons que j'expliquerai plus tard, tu as juste un peu plus de temps à nous consacrer. Nathalie, c'est à toi. Merci. Donc, d'un point de vue étymologique, le patrimoine, du latin patrimonium, est l'ensemble des biens et des droits hérités du père. Par analogie, le patrimoine est ce qui est transmis à une collectivité par les ancêtres, les générations précédentes, et qui est considéré comme un héritage commun. On parle alors de patrimoine archéologique, naturel, artistique, culturel, intellectuel, religieux et historique. Le patrimoine historique en France est riche et varié. C'est une force que nous envient les peuples sans histoire longue. Au panthéon des sites, on peut mettre Versailles, le Louvre, et pour faire plaisir à notre conférencier de ce soir, Fontainebleau. Quel est leur point commun? Ils ont tous été des lieux de pouvoir avant d'être des lieux touristiques. Merci donc à nos gouvernants de l'Ancien Régime. Merci aussi à nos révolutionnaires qui ont introduit la notion de patrimoine collectif. Je pense en particulier à l'abbé Grégoire. Il a inventé le terme de vandalisme pour stigmatiser ceux qui détruisaient les œuvres et les monuments du pays. Depuis l'abbé Grégoire, le patrimoine est un témoin de l'histoire de la nation, mais aussi un outil pédagogique pour le peuple. Il a un intérêt public, d'où l'implication de l'État dans sa protection. De nos jours, la France compte plus de 43 000 monuments protégés. Elle compte 38 sites classés patrimoine mondial de l'UNESCO sur un total de 1007 dans le monde. Et depuis 2010, le repas gastronomique des Français est inscrit dans la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité.
Répertorier le patrimoine est une chose, se demander si le patrimoine est une charge pour la collectivité ou un faire-valoir en est une autre. Cela revient à se demander si le patrimoine est un bien économique, s'il a une valeur marchande. À l'évidence, le patrimoine a une valeur esthétique, une valeur historique, une valeur symbolique. Ce combiné de valeurs détermine le pouvoir d'attraction du lieu et l'imaginaire qui l'accompagne. D'un point de vue économique, les choses sont beaucoup plus complexes. Le patrimoine, surtout lorsqu'il est classé, renforce la valeur des biens immobiliers qui sont localisés à proximité par un effet de rayonnement. Plus qu'une valeur marchande, qui va acheter Versailles, qui va acheter le Louvre, le patrimoine est doté d'une valeur d'usage et d'un potentiel de valorisation. À ce titre, à l'échelle du territoire, il peut devenir un levier de croissance, générer des externalités et servir de support de l'autorité. C'est ici que le tourisme peut jouer un rôle essentiel. Car posséder un patrimoine est une responsabilité et une charge financière pour les collectivités qui en ont la charge. Entretien, restauration, mise aux normes, de sécurité, gestion des visiteurs, la liste des obligations est longue. Les entrées payantes des visiteurs contribuent pour partie seulement au financement des dépenses engagées. Le complément est financé par l'octroi de subventions. Mais les temps sont désormais très rudes. Il faut inventer des modèles économiques basés sur des financements plus variés. Désormais, le patrimoine se loue, se met en événement, fait appel au mécénat et au lever de fonds. Le numérique met à contribution pour attirer les visiteurs. La caractéristique de notre époque est que le patrimoine devient un actif à valoriser par la fréquentation touristique et une source de création de valeur par la production de services culturels. Je terminerai avec Victor Hugo qui, dans Chose vue, écrit « Il faut des monuments aux cités des hommes, autrement où serait la différence entre la ville et la fourmilière ?» C'est bien vu. À l'échelle du monde, qu'est-ce qui différencie les destinations si ce n'est leur patrimoine géré comme des leviers de notoriété? Merci. Bien, mais vous pouvez applaudir en Italie si vous souhaitez. Et on vous y encourage. Aucune préférence pour l'un des deux micros, peu importe. Bien, bonsoir à toutes et à tous. Merci, chère Nathalie, merci, cher Bernard, pour vos propos introductifs chaleureux, amicaux et érudits en ce qui concerne notamment le propos de Nathalie. Alors, 4 parties vont structurer mon propos. La première partie, je vais représenter un tout petit peu ce qu'est le tourisme, mais j'irai assez vite puisque vous avez eu nombre d'experts depuis un certain nombre de semaines, notamment mon camarade Joël Durance qui est venu ici, avec qui, entre autres, nous avions rédigé le rapport de l'Institut Montaigne. En deuxième partie, je vous donnerai quelques éléments sur ce que sont les patrimoines touristiques en France. Et j'essaierai de compléter le propos initial de Nathalie. Enfin, comme promis, bien sûr, je porterai une attention toute particulière sur la question des financements des patrimoines touristiques dans une période que vous connaissez bien, qui est une période de crise économique, à la fois à l'échelle la plus macroéconomique en France, c'est-à-dire une période où l'on a l'habitude des dettes publiques, donc une raréfaction des subsides publics, et puis aussi une période, et j'y reviendrai un tout petit peu, de ce qu'on pourrait appeler une certaine forme de paupérisation des collectivités territoriales. Donc c'est une vraie question aujourd'hui qui se pose à l'ensemble des acteurs touristiques et notamment à l'ensemble des acteurs patrimoniaux. Enfin, comme je vous l'ai déjà dit, je finirai par une présentation des enjeux du numérique ou du digital en prenant quelques exemples, notamment un exemple bien connu en France puisque c'est celui du musée du Louvre, qui est la référence notamment dans la gestion des médias sociaux et de la notoriété d'un établissement qui aujourd'hui dépasse largement les frontières hexagonales. Alors en première partie d'abord, je vous propose de regarder un petit peu ce qu'est le tourisme dans une acception d'abord générale, puisqu'il faut toujours conserver à l'esprit que le tourisme, d'abord et avant tout, et vous avez déjà vu ce schéma avec Joël Durance, le tourisme c'est un ensemble de prestations qu'on fournit à un client. Alors j'ai déjà prononcé ce mot en d'autres lieux, qui n'est pas un gros mot, y compris pour les acteurs patrimoniaux et culturels, puisque aujourd'hui, et on le sait, la satisfaction du client est au cœur de l'attention des entreprises touristiques. Et vous le savez, l'Organisation mondiale du tourisme a défini ce qu'on appelle la chaîne de valeur du tourisme, et on est aujourd'hui en France dans une réflexion de plus en plus fine sur ce que peut représenter cette chaîne de valeur comme étant un ensemble d'entreprises, notamment, qui traditionnellement avaient eu l'habitude de développer leurs activités de façon complètement séparée, disjointe. Cela va, et vous regarderez
plus en détail si vous le souhaitez ce petit graphique, de la période d'information, souvent sur Internet, la période de réservation, et ensuite arriver à destination. Et c'est une vraie révolution à laquelle on commence à assister, puisque aujourd'hui, les hôteliers commencent à s'intéresser à l'ensemble des prestations touristiques. Notamment, c'est tout simple, hein, pour essayer de remplir des hôtels, il faut savoir ce que font et ce que consomment les touristes. Et puis les prestataires culturels s'intéressent aussi à la partie hébergement, parce que pour conserver les touristes, pour les attirer, il faut être capable aussi de fournir des forfaits aujourd'hui quasiment globaux. Et puis cela va ensuite, à la fin de la consommation, à la période de retour, à la question de la fidélisation des clientèles. C'est qu'en France, on a toujours eu l'impression que le tourisme était ce qu'on appelle une rente de situation, c'est-à-dire que les gens venaient nous visiter et nous n'avions rien à faire pour cela. Aujourd'hui, on a à peu près conscience qu'avec l'émergence de nouvelles destinations, l'émergence de nouvelles concurrences, il faut avoir à l'esprit, à la fois pour les pouvoirs publics, mais également pour les entreprises, et j'y reviendrai tout à l'heure, que cette chaîne de valeur doit s'inscrire intimement dans leur stratégie. La deuxième petite idée que je veux partager avec vous, c'est d'abord et avant tout que le tourisme, c'est évidemment la question des mobilités humaines. Vous avez à peu près à l'esprit que dans l'histoire récente, en tout cas depuis le début de la révolution industrielle, les grandes révolutions technologiques ont permis une croissance absolument exponentielle des flux touristiques dans le monde. La première révolution, c'est bien sûr l'invention du chemin de fer. Et l'Europe, le berceau du système ferroviaire, avec notamment des inventions britanniques, et vous savez que le réseau français a été financé en très grande partie par des capitaux britanniques au XIXe siècle. Pour votre culture, notez qu'en 1880, la moitié de la capitalisation boursière à Paris était représentée par des entreprises ferroviaires dont les actionnaires principaux étaient tous britanniques. Et si les trains circulent à l'envers, ou en sens contraire de ce qu'on a l'habitude de voir sur les routes en France, c'est parce qu'on a adopté le mode de circulation britannique en France. Donc ça veut dire que intimement, le développement du tourisme est d'abord lié au développement du système ferroviaire. La deuxième grande révolution, c'est l'invention de l'automobile, qui va permettre de maîtriser des mobilités individuelles et va bien sûr permettre le développement du tourisme sur un modèle dont on pourrait dire qu'il est un modèle, disons, américain. Et puis la troisième grande révolution, c'est surtout l'invention du transport aérien. Et je vous ai mis deux petites photos en bas de cette diapositive. Sur votre gauche, vous avez le premier avion qui a été financé par l'État en France, ce qu'on appelle l'aéroplane de Clément Ader, et que vous pouvez admirer en allant visiter le somptueux musée des Arts et Métiers. C'est une publicité pro de goût, absolument honteux ce que je fais, mais si vous n'avez jamais visité le musée des Arts et Métiers, allez le visiter, c'est absolument formidable. C'est le premier investissement public en France, dernière décennie du XIXe siècle, pour essayer d'inventer ce que les pays occidentaux essayaient d'inventer tous, c'est-à-dire un premier prototype d'avion. Vous voyez, une inspiration légèrement digitalisée et ressemblant à des croquis que vous avez sans doute vus dans des livres qui publient les œuvres de Léonard de Vinci. À peine 10 ans plus tard, l'avion existe, inventé aux États-Unis avec les premières traversées, notamment en 1909, le Blériot qui survole la Manche. Et ce qui est formidable, c'est tout au long du XXe siècle, cette expansion du transport aérien qui va contribuer à l'augmentation des flux touristiques notamment internationaux. Et ça, il faut garder à l'esprit, c'est absolument fondamental. Les grandes innovations technologiques, quelles qu'elles soient, bénéficient toujours à cette activité économique qu'est le tourisme. C'est vrai pour les transports, ça l'est tout autant, et j'y reviendrai tout à l'heure, pour le secteur du numérique et du digital, qui est l'une des grandes révolutions de ce début du XXIe siècle. Alors en termes de flux, c'est simple, vous l'avez sans doute toujours à l'esprit, en 1950, il y avait quelques dizaines de millions de touristes internationaux dans le monde, aujourd'hui il y en a plus d'1 milliard. Donc on a assisté à une croissance absolument phénoménale de ces flux touristiques dans le monde, avec comme creuset principal l'Europe. L'Europe, sa caractéristique principale, gardez à l'esprit un chiffre, 500 millions de touristes internationaux pour 500 millions d'habitants dans les 28 pays membres de l'Union européenne. Ce qu'on pourrait appeler une sorte d'indice touristique, c'est 1, c'est-à-dire il y a un touriste international par habitant de l'Europe.
Vous avez deux autres grandes régions touristiques dans le monde. Celle qui était traditionnellement, qui accompagnait l'Europe, c'est l'Amérique, et notamment l'Amérique du Nord, avec aujourd'hui la volonté des pouvoirs publics aux États-Unis, et Jean-Yves vous en a parlé parce qu'il est venu ici, c'était en novembre, je crois. Vous avez dit que le président Obama, à partir de 2010, a pensé et a confirmé le fait, la volonté publique, faire que les États-Unis deviennent la première destination touristique mondiale à l'horizon 2020 avec 100 millions de visiteurs. Et vous avez vu dans les statistiques publiées il y a quelques semaines par l'OMT que les États-Unis sont en train de rattraper la France, même si on peut tout à fait contester les statistiques d'où qu'elles viennent. Et puis, une nouvelle destination absolument extraordinaire, avec un taux de croissance formidable durant la dernière décennie, c'est bien sûr l'Asie, avec notamment la Chine. Et vous savez que les Chinois voyagent beaucoup dans le monde, ce sont aujourd'hui les premiers voyageurs internationaux. 100 millions de Chinois traversent leurs frontières pour aller consommer du tourisme. Il y en a 80 millions qui restent en Asie, et les 20 millions restants, l'Europe arrive à en capter un peu moins de 5, dont 1,8 selon les statistiques officielles en France. Donc ça veut dire que vous avez vraiment un modèle économique qu'on connaît bien, trois régions dominantes, ce qu'en économie on pourrait appeler une certaine forme d'oligopole traditionnel, mais avec un acteur considérable aujourd'hui, l'Asie, qui structure toutes les dynamiques industrielles. Les rachats d'entreprises de transport aérien, vous l'avez sans doute lu récemment, des infrastructures aéroportuaires, c'est le cas notamment par exemple de l'aéroport de Toulouse en France, mais également des investissements dans le capital de grandes entreprises touristiques internationales, c'est le cas en France, notamment avec des prises de parts majoritaires dans des entreprises. Le numéro 2 dans les groupes hôteliers français, Louvre-Hôtel, et le numéro 1 des tours opérateurs, c'est-à-dire le Club Méditerranée. Alors ça veut dire qu'aujourd'hui, on voyage de façon tout à fait aisée et de façon tout à fait régulière pour aller visiter notamment des lieux, ce qu'on appelle des destinations. Et l'un des enjeux aujourd'hui, et on en a parlé tout à l'heure, en France, on s'intéresse aujourd'hui à ce qu'est une destination touristique. Les pouvoirs publics développent ce qu'on appelle des contrats de destination, c'est-à-dire valoriser l'ensemble de cette chaîne de valeur dont je parlais à destination, essayer de mettre en valeur les potentiels et notamment les patrimoines. Et aujourd'hui, c'est ça qui est très intéressant, quand on parle de patrimoine, on va parler bien sûr d'un patrimoine ancien, un patrimoine historique, et je vous rappelle, comme l'a dit Nathalie tout à l'heure, que le patrimoine est un mot qui existait déjà il y a quelques siècles. Mais ce qui est très intéressant, c'est que la dimension patrimoniale du tourisme est une dimension extrêmement récente. Au XIXe siècle, si vous ouvrez l'encyclopédie notamment, vous verrez qu'il est écrit que les touristes, et notamment les Anglais, allaient visiter les débris à Rome et à Athènes. Donc on allait visiter, vous voyez, des débris, des ruines. On ne parlait pas encore de la dimension de la sauvegarde des différents éléments. Aujourd'hui, en termes de patrimoine, il y a les villes. C'est des enjeux absolument considérables. Notez que l'une des questions, et on en reparlera peut-être dans les échanges tout à l'heure après cette petite présentation, c'est imaginer ce que seront les patrimoines du XXIe siècle. Y mettre du digital, y mettre beaucoup de réalité. Par exemple, tout à l'heure, je vous parlerai de la réalité augmentée. Et puis, il y a une nouveauté, c'est que je parlais de la Chine tout à l'heure, mais bien sûr, l'apparition de la Chine et d'autres pays, on en a suffisamment parlé dans la presse, les BRICS et d'autres pays asiatiques comme étant ce qu'on pourrait appeler une certaine forme de nouveaux dragons touristiques dans le monde, ben ça laisse envisager de nouvelles formes de consommation. Imaginez un paysage comme celui que vous voyez ici, sur la Grande Muraille de Chine, avec quelques centaines, voire quelques milliers de visiteurs. C'est une réalité. Donc ça veut dire qu'on a aujourd'hui des nouvelles logiques de consommation et des nouvelles logiques de production, bien sûr. Troisième petite idée que je veux partager avec vous dans cette présentation assez simple de ce qu'est le tourisme, c'est ce qu'est le tourisme en Europe. Il y a deux modèles économiques, finalement, qui sont assez complémentaires. Traditionnellement, ce sont les pays anglo-saxons, et notamment l'Angleterre, qui ont inventé le tourisme. On doit beaucoup de choses aux Anglais. La création des stations balnéaires, la création du transport ferroviaire et plein d'autres choses. Et depuis plus d'un siècle, ce sont les Britanniques et les Allemands qui sont nos meilleurs visiteurs. Encore statistiquement, en 2014, ils étaient 25 millions à venir visiter la France. Donc vous avez un système économique en Europe sur deux modèles. On pourrait dire un modèle anglo-saxon
qui est fondé sur ce qu'on appelle un marché d'émission, donc qui émettent des touristes à l'international. Et puis en face, vous avez des pays méditerranéens, qui sont des pays en patrimoine fort développé, et vous avez ici ce qu'on appelle des marchés réceptifs ou récepteurs, c'est-à-dire qu'on a deux modèles économiques. D'un côté, des marchés anglo-saxons avec des industries touristiques particulièrement fortes, que ce soit des compagnies aériennes, par exemple des compagnies low cost, ou des grands tour opérateurs comme TUI, qui est le numéro 1 en Europe, qui est d'origine allemande. Et puis de l'autre côté, vous avez un système économique qui est dominé par des entreprises dites de l'hospitalité, c'est-à-dire de l'accueil du touriste, avec aujourd'hui un défi pour toutes les destinations méditerranéennes, et c'est encore amplifié d'ailleurs par les crises qu'on rencontre au sud de la Méditerranée, la capacité à accueillir des clientèles venues du monde entier. On est très mauvais dans la culture de l'hospitalité en France, on ne l'est pas de façon différente en Italie, il y a eu pas mal de choses faites par contre en Espagne. Donc vous avez ces deux modèles qui sont très intéressants, et puis vous avez des petits pays en Europe auxquels on songe quasiment jamais, mais qui sont des puissances touristiques absolument passionnantes. Je vais vous donner un exemple, c'est l'Autriche. L'Autriche, qui a 8 millions d'habitants, et il y a 24 millions de touristes internationaux. En termes économiques, c'est le plus fort indice existant au monde. 3 touristes internationaux par habitant. Donc ça veut dire que c'est un pays qui, traditionnellement, a poussé assez loin le modèle de l'hospitalité, avec des modèles notamment hôteliers qui, aujourd'hui, sont labellisés écolabel, etc. On pourra en reparler. C'est un pays très intéressant, avec un patrimoine naturel extrêmement varié, extrêmement puissant, qui intéresse beaucoup, notamment, bien sûr, les pays d'Europe centrale, qui sont les nouveaux arrivés sur le marché depuis une vingtaine d'années en Europe. Quatrième idée, rassurez-vous, je vais aller assez vite puisque vous connaissez bien, c'est ce que représente le tourisme en France. Quelques chiffres tout simplement, vous les connaissez sans doute bien. Le tourisme, c'est plus de 7% du PIB à l'échelle macro. C'est en gros un excédent de 12 à 15 milliards d'euros dans la balance des paiements. Donc c'est largement supérieur à quelques industries qu'on célèbre souvent dans la presse. Je parle souvent de l'industrie automobile, de l'industrie agroalimentaire. C'est l'une des industries les plus excédentaires, notamment avec celle du luxe. Donc ça, on connaît bien, et sans doute l'industrie aéronautique. Et là, les contrats signés récemment par Dassault vont sans doute conforter un peu cet excédent dans la balance du paiement. Vous le savez également, la France est la première destination mondiale, donc ça on s'en gargarise. Et on aime dire chaque année que nous sommes les meilleurs, les plus beaux, et qu'on vient nous admirer. Nous avons un patrimoine formidable. Et surtout, ce qui est formidable d'un point de vue microéconomique, c'est se dire que ce secteur est dynamisé par plus de 270 000 entreprises. 270 000 entreprises, avec une forte croissance, notamment des toutes petites entreprises, un entrepreneuriat extrêmement dynamique, puisque depuis 5 ans, on a vu la création de plus de 30 000 entreprises touristiques en France. Tout secteur confondu, et notamment une forte croissance due au numérique. Et enfin, ces 270 000 entreprises emploient 1 500 000 personnes. 1 500 000 personnes. Il y a un peu plus d'1 million de personnes salariées et bien sûr 300 000 non-salariés qui sont principalement les patrons des entreprises. Et en termes d'emploi indirect, c'est à peu près autant. Ça veut dire que le tourisme, vous pourrez garder ça comme idée, c'est à peu près 3 millions de personnes qui, directement ou indirectement, en France, vivent chaque année de ou avec une activité touristique. Ça représente, puisque vous avez les chiffres, j'imagine, vous êtes des étudiants comme tous les autres, ça représente environ 10% de la population active française. C'est considérable. Il faut toujours avoir à l'esprit ces quelques données que les élus commencent à avoir très précisément à l'esprit, en tout cas depuis quelques mois. Dernier petit élément sur ce qu'est le tourisme en France, bien sûr, vous avez une très forte hétérogénéité de la réalité touristique dans notre pays. L'une des constantes, c'est d'abord que chaque région, chaque territoire, puisque c'est un mot qu'on utilise aujourd'hui, notamment quand on parle de découpage territorial, et quand on ne connaît toujours pas d'ailleurs les compétences des départements alors qu'on va voter dans 5 semaines pour élire les exécutifs de ces collectivités, ce qui est quand même fait sans précédent, je pense, dans l'histoire de la République. Mais quand on parle de territoire, c'est regarder. Plus on va vers le sud, c'est ce qu'on appelle l'héliotropisme, plus le tourisme représente une part importante dans le PIB régional. Vous avez bien sûr une réalité,
c'est celle que vous connaissez bien. Simplement, notez que toutes les régions françaises sont touchées par le tourisme. Et il y a 3 grandes régions, Île-de-France, Rhône-Alpes et PACA, qui sont les 3 régions qui représentent plus de 50% de l'activité touristique française. Mais il faut conserver à l'esprit que dans la majorité des territoires ruraux, ça représente plus de la moitié des départements actuels en France. Le tourisme aujourd'hui est la première activité économique et représente plus de 50% de ce qu'on appelle l'économie présentielle, c'est-à-dire des échanges financiers à la surface du territoire départemental. Donc c'est une activité fondamentale, essentielle, et c'est l'activité qui permet le maintien d'autres activités économiques et souvent aussi de services publics. Moi je fais souvent la tournée d'un certain nombre de départements, de régions par mon activité au conservatoire, puisque le conservatoire est un établissement représenté dans l'ensemble des régions françaises, et je me rends compte que beaucoup de départements sont particulièrement intéressés par cette notion, le maintien ou la création d'activités touristiques, parce que c'est la garantie de maintenir d'autres activités économiques, y compris des services publics. Les services publics, c'est très simple, ça peut être la poste, ça peut être également, par exemple, parfois une petite structure hospitalière, et là, un hôpital et pas simplement une structure d'hébergement. Enfin, pour finir sur la France, vous avez une réalité structurelle. On s'est habitué en France à l'idée que nous étions un pays que l'on venait visiter. La France, la réalité, c'est que c'est un hub. Vous savez ce qu'est un hub? Un hub, d'un point de vue d'aéroport, c'est un lieu d'échange. Et bien, la France est un territoire où on échange les touristes. On les échange entre le nord et le sud de l'Europe, d'abord. On peut les échanger entre différentes régions mondiales. Donc c'est notre réalité historique. Nous sommes un pays qu'on traverse. Et ce hub est doté d'infrastructures de transport extrêmement performantes. Ça a été souligné, ça l'est régulièrement, notamment par une publication du Forum économique de Davos. On dit que la performance et l'attractivité du territoire français, on les doit principalement à un réseau de transport particulièrement performant. Le TGV, même si la Cour des comptes dit qu'il y a trop de TGV, que ça coûte cher à l'État, et puis également, bien sûr, l'aéroport international. Alors ça veut dire qu'aujourd'hui, notre dépendance touristique est une dépendance d'abord et avant tout due au transport. Si notre réseau de transport se détériore, c'est forcément l'attractivité touristique qui va se détériorer. Et la construction de nouvelles lignes de TGV notamment a permis sur le territoire national de créer de nouvelles destinations touristiques. Je pense notamment par exemple à Metz, avec notamment bien sûr la construction du centre Beaubourg, et plus récemment également l'arrivée du TGV sur les rives de la Méditerranée, et notamment à Marseille, ce qui a conforté bien sûr l'arrivée de Bruxelles, qu'on peut contester également dans quelques rapports publics publiés il y a quelques mois. Voilà, donc la France, c'est une réalité, un pays encore aujourd'hui extrêmement centralisé, avec un hub principal en Roissy et des touristes qui viennent du monde entier, mais qui restent pour la plupart d'entre eux en région parisienne. Ça représente environ 30 millions de touristes internationaux. Si on regarde les sites fréquentés en France, vous connaissez, bien sûr, vous avez un voisin extrêmement puissant qui représente grosso modo 15 millions de visiteurs chaque année. Et on ne parlera pas de la façon de compter le nombre de visiteurs, ce qui pourrait être un débat à lui tout seul pendant plusieurs heures. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que nous avons aujourd'hui un tourisme en France qui est très parisiano-centré. C'est-à-dire que les grands sites visités en France, et vous regarderez les chiffres bien sûr, ce sont principalement des sites parisiens. C'est bien sûr notre histoire, hein, c'est le résultat de notre histoire, un pays extrêmement centralisé. Et je vous rappelle que ça ne date pas d'hier, puisque ça date au départ de 1987, et ensuite ça a été confirmé et conforté notamment sous Louis XIV avec Colbert. Mais ça veut dire que nous sommes dans cette histoire-là, et le tourisme aujourd'hui, ça pose des questions politiques extrêmement passionnantes, selon moi, et économiques. Notamment la décentralisation, la vraie régionalisation des compétences, la vraie initiative, notamment fiscale, pourquoi pas, que l'on pourrait accorder aux collectivités françaises. On en reparlera si ça vous intéresse. Enfin, pour finir cette petite partie, vous dire également que le tourisme aujourd'hui est au cœur de différentes tendances et différents enjeux. Moi, je pense qu'il y a 4 tendances et 4 enjeux particulièrement forts et qui doivent vous intéresser. La première
La première tendance, c'est le vieillissement de la population. C'est la petite photo en haut sur votre gauche. Vous avez sans doute lu des modélisations démographiques. On considère qu'en 2030, 20% de la population française aura au moins 70 ans. Donc ça veut dire que la population vieillit et vieillit très rapidement. C'est une réalité occidentale. Donc c'est un enjeu clair, notamment pour les professionnels du tourisme. Adapter les lieux au vieillissement, mais aussi adapter les visites. Et je pense qu'il y a des guides conférenciers dans la salle. C'est un enjeu particulièrement important. Vous savez que, c'est simple, hein, la durée de vie moyenne a augmenté de près de la moitié entre 1900 et 2000. Jean Viard, que vous connaissez sans doute, a écrit un livre qui s'appelle Éloge de la mobilité, paru en 2006, dans lequel il écrivait que en 1900, la durée de vie d'un homme, c'était 500 000 heures en France, 500 000 heures, et il y avait 200 000 heures, presque la moitié, dédiées au travail. En 2000, la durée de vie était de 700 000 heures, et la durée de temps de travail, c'était 70 000 heures. Et il y avait une nouvelle conception, quelque chose qui était apparu, c'était le temps de loisir et 200 000 heures consacrées au temps de loisir. Donc c'est vraiment quelque chose de fondamental dans le mode de vie. La deuxième grande tendance, c'est bien sûr, je vais en parler tout à l'heure, le digital et le numérique. Aujourd'hui, la création, l'offre touristique, ben, c'est une offre qui n'est pas dédiée à un territoire particulier, mais qui est ouverte au monde entier. J'aime beaucoup cette petite photo d'une parabole devant une yourte en Mongolie. Donc ça veut dire que n'importe qui, et ce n'est pas dévalorisant bien sûr dans mon propos, peut avoir une information partout dans le monde, et c'est absolument essentiel. Le troisième enjeu, c'est la question de la nature et de l'environnement. Vous savez que le XXe siècle était un siècle d'appauvrissement des ressources naturelles. En gros, en moyenne, nous consommons environ 1,6 fois ce que nous produisons chaque année. Donc ça veut dire que nous appauvrissons notre milieu naturel, et vous avez à peu près à l'esprit que le réchauffement climatique va avoir des incidences absolument considérables sur le tourisme. Selon les différentes modélisations, on dit que, bien sûr, si la mer s'élève d'1 mètre, ben vous avez des îles touristiques qui vont disparaître, les Maldives par exemple, et c'est la raison pour laquelle aux Maldives on a commencé à construire des hôtels sous-marins, et vous avez d'autres réalités liées bien sûr à ce réchauffement climatique. Et puis la quatrième tendance, qui est une tendance lourde, dont on voit bien sûr la réalité quotidienne, si j'ose dire, dans les médias, c'est la question des risques, et notamment des risques géopolitiques ou des risques liés à des bandes plus ou moins organisées. Vous avez à peu près à l'esprit que le tourisme a pâti dans le sud de la Méditerranée, à partir des révolutions de 2011. L'Égypte a perdu entre 30 et 50% de la clientèle internationale. Aujourd'hui, bien sûr, les risques, c'est les risques d'attentats dans un certain nombre de pays. Donc ça veut dire que c'est un élément clé, un élément différenciant pour les territoires européens, bien sûr, et notamment le territoire français. La deuxième partie que je vous propose maintenant, c'est un petit aperçu de ce que sont les patrimoines. Alors pour rebondir sur ce qu'a dit Nathalie, les patrimoines, c'est une notion franco-française. Quand vous parlez de patrimoine dans plein de pays du monde, on vous regarde avec des grands yeux, on vous dit qu'est-ce que c'est que ce truc? Alors il y a un mot en anglais, c'est heritage, donc ça veut dire vraiment quelque chose dont on a hérité et qu'on va transmettre à ses descendants. Alors bien sûr, je te remercie, chère Nathalie, l'inventeur des patrimoines en France, c'est bien sûr l'abbé Grégoire, qui est lui-même l'inventeur du Conservatoire national des arts et métiers, où j'ai l'immense bonheur d'être enseignant depuis maintenant 18 ans. L'abbé Grégoire a inventé ça, mais c'est surtout le 19e siècle qui va conforter cette réalité avec deux figures tutélaires que vous devez connaître, Prosper Mérimée et bien sûr Viollet-le-Duc, dont vous avez sans doute entendu parler, qui a inventé quelque chose de fondamental, c'est la rénovation des grands sites culturels et des grands sites historiques, Vézelay ou Carcassonne par exemple, ou Notre-Dame à Paris. En France, on s'est doté d'un dispositif réglementaire et législatif. Alors je ne vais pas tout noter, simplement vous avez des lois qui sont absolument fondamentales, auxquelles on se réfère encore aujourd'hui. On parle souvent de la loi de 1887, on parle de celle de 1913, on parle bien évidemment de la loi Malraux de 1962 sur les secteurs sauvegardés, avec ce paradoxe, c'est que à peine la loi était-elle votée que les fameuses halles de Paris disparaissaient. Donc ça c'est quelque chose qui est toujours paradoxal et amusant de noter. Bien sûr, les lois de décentralisation, 1983, qui vont créer notamment les fameuses zones
de protection du patrimoine architectural et urbain, qui sont devenus des AVAP, je ne vais pas vous ennuyer avec tous ces acronymes un peu barbares, et puis une nouvelle loi de 2014 sur le patrimoine. Alors ce qui fait qu'aujourd'hui, finalement, chaque parcelle du territoire est richement dotée en patrimoine. Alors il y a 39 sites inscrits au patrimoine de l'UNESCO, ça c'est simple. Le 39e, c'est la grotte Chauvet, inscrite en 2014 à Abu Dhabi. Donc on a des patrimoines historiques et naturels et culturels qui sont bien sûr inscrits au patrimoine. Je vous en ai mis ici quelques exemples, mais vous les connaissez sans doute aussi bien que moi. Ce qui est formidable dans notre pays, c'est qu'on a une densité d'aires protégées absolument considérable. Nathalie l'a souligné tout à l'heure, il y a plus de 40 000 sites, plus de 44 000 sites inscrits et classés sur le territoire. C'est la carte sur votre gauche. Bien sûr, plus la couleur est foncée, plus la densité de sites classés est importante, mais vous voyez que, hormis quelques départements, comme la Corse par exemple, qui a à peu près 300 sites classés, toutes les autres régions ont entre 1000 et 3000 sites classés, donc on est vraiment ici dans une très grande densité patrimoniale. On a aussi des labels, notamment un label bien connu qui est Ville et Pays d'Art et d'Histoire, il y en a 167, c'est la carte sur votre droite, donc qui impose un certain nombre de réglementations, bien sûr. Mais il n'y a pas que le patrimoine historique, il y a le patrimoine naturel, qui est aujourd'hui un élément clé également des territoires pour attirer des touristes. Dans le patrimoine naturel, vous avez d'autres labels, vous avez les parcs nationaux, il y en a 10 en France, et vous avez des parcs régionaux, il y en a 45, on ne va pas détailler bien sûr tout, mais c'est un élément absolument considérable, structurel, d'attractivité touristique des territoires en France. Avec un élément clé à comprendre, c'est que quand on parle de patrimoine naturel, comme d'autres types de patrimoine, on sait qu'un classement va générer une attractivité touristique. Statistiquement, un classement patrimoine mondial de l'UNESCO, c'est l'année d'après entre 30 et 50% de visiteurs en plus. Donc ça veut dire que chaque territoire est soumis à des contraintes touristiques de plus en plus grandes. L'impact du tourisme culturel, on a à peu près l'idée qu'aujourd'hui, le tourisme culturel, ça représente environ 15 milliards d'euros chaque année en France. Avec une répartition, on voit à peu près selon différents secteurs, l'hébergement, la restauration, les transports, etc. La recette billetterie, c'est simplement 500 millions d'euros. Donc c'est 1/30 des recettes générées par le tourisme culturel. Et le tourisme culturel, on pense aussi que c'est à peu près 500 000 emplois, toute activité confondue. Donc c'est relativement important. Mais aujourd'hui, la question clé, c'est celle-là. Lorsqu'un élu veut avoir un projet de territoire, d'abord il aimerait que ce projet de territoire soit rentable de façon assez immédiate, c'est-à-dire avant la prochaine élection. On va en connaître quelques-unes cette année. Et beaucoup pensent que l'organisation d'un festival, d'un événement culturel, va avoir un impact sur son territoire. Alors il y a plein d'études qui ont été menées et on peut dire qu'il y a des ratios qui sont intéressants. En gros, les subventions publiques pour le tourisme culturel, c'est moins d'1 milliard d'euros chaque année. Moins d'1 milliard d'euros. Et on dit, dans plein d'études, que lorsqu'on dépense 1 euro, quand on est une collectivité, on a des recettes ou un chiffre d'affaires compris entre 10 et 19 euros. Alors c'est selon des études, je vous les donnerai si ça vous intéresse. Et pour un élu, ce qui est encore plus intéressant, c'est que 1 euro dépensé va générer environ 3 euros de fiscalité. Donc ça veut dire que dans beaucoup de cas, l'investissement public en termes de tourisme culturel est quasiment une garantie de rapporter des devis sur le territoire. Et ça, c'est un élément aujourd'hui particulièrement structurant des échanges que l'on peut avoir au quotidien, bien sûr, avec des élus de la République et des entreprises. Un exemple, le pont du Gard, que vous devez connaître. 1 million de visiteurs, un peu plus chaque année, 1300 emplois, des dépenses des collectivités de l'ordre de 3,5 millions d'euros. C'est chaque année environ 140 millions de retombées sur les territoires, sur 3 régions. C'est amusant, Languedoc-Roussillon, PACA et Rhône-Alpes. Et on voit aussi que ça a des retombées sur toutes les activités locales, donc c'est absolument considérable. Vous pouvez garder à l'esprit également qu'il y a un ratio qui traîne dans beaucoup de collectivités. 1000 visiteurs, ça génère un emploi. 1000 visiteurs.
Donc ça veut dire que lorsqu'on imagine un projet culturel, ben on se dit on va attirer 10 000 visiteurs, ça va générer 10 emplois. C'est un ratio relativement simple. Troisième partie de mon propos, et je regarde l'heure et je vous propose d'accélérer un tout petit peu, je répondrai aux questions, c'est vous dire également que l'élément clé, ben aujourd'hui, c'est la réflexion autour du financement, et le financement du patrimoine touristique. Alors je vous l'ai dit tout à l'heure, on est dans une période contrainte. Chaque année, on a, quand on parle de culture, ben, il y a un budget public, c'est celui du ministère de la Culture et de la Communication. Les lois qui sont présentées au Parlement, la loi de finances, prévoit un budget de l'ordre de 7 milliards d'euros pour l'année 2015, dont 3,2 milliards hors services audiovisuels publics. Et là-dessus, il y a environ 312 millions d'euros qui sont destinés à l'entretien et à la restauration des monuments historiques, un peu les thématiques de ce soir. À côté, vous avez des collectivités qui ont des compétences de plus en plus larges avec des moyens financiers de plus en plus réduits. Les collectivités dépensent chaque année pour la culture un peu plus de 7 milliards. Donc ça veut dire que ben, vous avez une dépense à peu près identique à la fois de la part de l'État et des collectivités. Ce qui est très intéressant, c'est que vous avez plusieurs échelons territoriaux et celui qui dépense le plus en France pour la culture, c'est l'échelon municipal, avec ensuite la région qui va dépenser le moins proportionnellement par habitant. La commune, c'est 148 € par habitant et la région, 11 €. La situation est celle que je vous décrivais tout à l'heure, un désengagement progressif de l'État, une paupérisation des collectivités avec des dépenses de fonctionnement et des dépenses d'investissement. C'est relativement simple, je vous ai mis une petite photo du château de Champs-sur-Marne. Vous avez à peu près à l'esprit que la réouverture du château et du domaine de Champs-sur-Marne, c'est un investissement de 8 millions d'euros pendant plusieurs années, et bien sûr, ça génère une attractivité territoriale relativement importante. Donc ça veut dire qu'on se pose plusieurs questions, il y a plusieurs hypothèses. Soit on réduit les dépenses, ce qui est relativement aisé à comprendre, ça veut dire que notamment on peut se séparer d'un certain nombre de personnes qui travaillent. Soit on essaye d'augmenter les recettes. Et ce qui est très intéressant, c'est que dans beaucoup d'établissements culturels et patrimoniaux, on est passé de la première à la deuxième hypothèse, c'est-à-dire qu'on essaye de réfléchir à une augmentation des recettes. C'est simple, l'augmentation des recettes, c'est soit des ressources propres, soit des partenariats. Les ressources propres, la première hypothèse, c'est augmenter la fréquentation des visiteurs. Donc là, beaucoup d'établissements se donnent de ce qu'on appelle des directions des publics, c'est-à-dire en gros avoir une vraie stratégie marketing, essayer d'aller chercher des visiteurs nationaux et internationaux qui vont augmenter bien sûr les recettes commerciales. La deuxième question qui se pose aujourd'hui, c'est est-ce qu'on supprime la gratuité? Vous avez vu que récemment, le Louvre a supprimé la gratuité pour l'un des dimanches chaque mois. Ça veut dire que chaque établissement se dote aussi d'une vraie réflexion autour d'une stratégie tarifaire, ce qu'on n'a jamais fait pendant des années en France, et on va essayer pendant des années de rattraper le niveau tarifaire de grandes structures culturelles. Je vous rappelle qu'aux États-Unis, les musées sont bien plus chers que ce que nous avons en France, et ça ne veut pas dire que les musées soient vides. Ensuite, vous avez une troisième hypothèse, c'est augmenter les horaires d'ouverture, c'est-à-dire les créneaux d'ouverture. Et là, c'est très intéressant parce que le domaine culturel va adopter, commence à le faire, une technique de réservation qu'on connaît bien dans le tourisme, et notamment dans l'hôtellerie ou le transport aérien, c'est le lead management. C'est une tarification différenciée selon les créneaux, soit de réservation, soit les créneaux de visite. Enfin, bien sûr, l'augmentation des ressources propres va s'organiser des événements. Nathalie en a parlé, vous savez, et ça, très bien. Le meilleur exemple, celui qui est cité partout en France, c'est le château de Versailles, qui a connu un boom de sa fréquentation depuis 10 ans. Alors, le château de Versailles, quand on vous dit qu'il y a 7 millions de visiteurs à Versailles, il faut avoir l'esprit que ce n'est pas uniquement des visiteurs au château. Là, vous avez le château qui a environ 4,5 millions de visiteurs. Vous avez 1,5 million de personnes qui visitent le domaine, notamment les jardins, et vous avez 1,5 million de personnes qui vont voir les spectacles. Donc là, on voit que c'est une nouvelle stratégie commerciale qui permet vraiment l'augmentation de la fréquentation, et on a donc globalement entre 7 et 7,5 millions de visiteurs. Et puis, la deuxième hypothèse tout à l'heure dont je parlais, c'est augmenter les ressources liées à des partenariats. Les partenariats, c'est d'abord le mécénat. Le mécénat, vous avez en France environ quelques centaines de grandes entreprises qui financent du mécénat culturel. Ce sont les entreprises du CAC 40. Je vous rappelle simplement que les entreprises du CAC 40 doivent verser
au maximum 0,5% de leur chiffre d'affaires. C'est quelque chose qu'on trouve dans le Code général des impôts, vous pourrez vérifier si ça vous abuse. Et en moyenne, les entreprises du CAC 40 versent 0,06% de leur chiffre d'affaires. C'est les dernières données que j'ai trouvées préparant cette petite conférence. Ça date de 2012. Globalement, toutes les entreprises qui versent en France du mécénat, ça représente environ 360 millions d'euros, et c'est les dernières données que j'ai pu trouver en 2013. À la fois les entreprises du CAC 40, mais aussi beaucoup de petites entreprises ou d'entreprises de taille moyenne qui y trouvent un intérêt, notamment de promotion de leur activité. Le deuxième type de partenariat, c'est ce qu'on appelle des partenariats publics-privés, qui sont dénoncés notamment dans les infrastructures aujourd'hui de transport, parce que ça coûte très cher à la collectivité. Donc en termes de financement, ça n'est pas ce vers quoi, visiblement, l'on tendrait aujourd'hui. La troisième possibilité, c'est ce qu'on appelle les souscriptions. Je vous ai mis un petit exemple, simplement ici, la souscription lancée par la Fondation du patrimoine pour réhabiliter la maison de Colette, celle dans Puisaye, en Bourgogne. C'est un budget d'1,3 million d'euros, les collectivités apportent 1 million d'euros et il y a 300 000 euros qui sont lancés à la souscription publique. Et puis, la dernière modalité, c'est ce qu'on appelle le crowdfunding, donc c'est-à-dire le financement participatif. Et il y a de plus en plus de telles initiatives, y compris dans la culture et le patrimoine. Par exemple, l'année dernière, Carcassonne a lancé, la cité de Carcassonne a lancé une opération de crowdfunding pour une petite rénovation. Ça a eu un budget en gros de 25 000 euros, donc c'est tout à fait possible, bien sûr, d'avoir ce type de financement aujourd'hui. Et enfin, pour finir sur cette partie de financement, vous avez aussi parfois des vrais management de projets à l'échelle d'un territoire. Je vous ai mis ici, bien sûr, le château de Fontainebleau. Et vous savez combien, avec Laurent, nous sommes attachés à ce lieu, qui est l'opération finalement un peu emblématique sur le territoire de la Seine-et-Marne, en tout cas en termes de patrimoine, bien sûr, avec deux opérations successives. La première opération, la réhabilitation du quartier Henri IV, où va être inauguré dans quelques semaines le pôle tourisme, un budget de 8 millions d'euros, financé pour partie par la région, par le département et par l'État. Et puis, vous l'avez sans doute lu dans la presse, un schéma directeur qui a été annoncé à la fin du mois dernier par la ministre de la Culture, avec bien sûr un projet qui a été largement monté par l'équipe de Jean-François Hébert, dont je vous ai mis la petite photo, 120 millions d'euros sur 10 ans. C'est le deuxième établissement en France à bénéficier d'un tel schéma directeur, après le château de Versailles, et c'est quelque chose d'absolument fondamental dans la valorisation et dans l'ouverture de ce patrimoine, l'ouverture au public, notamment et au public international. Enfin, pour finir mon propos, en m'excusant d'être un tout petit peu long, mais je pense que c'est à peu près bon, je vais vous parler des enjeux du numérique parce que je pense que c'est aujourd'hui, il suffit de voir la moyenne d'âge de l'assistance pour se rendre compte que vous êtes de la fameuse génération du digital. Moi, j'ai l'impression d'être un ancêtre quand je vois les gens qui ont 20 ou 25 ans. Lorsque je prépare un PowerPoint, j'ai déjà un peu de mal, mais alors s'il faut pianoter sur le digital, parfois je me sens vraiment presque moyenâgeux et pas médiéviste. C'est un adjectif fort différent. Les enjeux du numérique, j'aime bien cette petite photo parce que ça montre ce que le tourisme est devenu, en définitive. Les touristes vivent leur visite à travers leurs écrans. C'est étonnant, vous allez au musée du Louvre, vous allez regarder Mona Lisa, il est totalement impossible à quelques heures de la journée, et si j'ose dire presque de la nuit, de voir Mona Lisa droit dans les yeux. Il faut se mettre sur la pointe des pieds, c'est absolument incroyable. Vous avez des dizaines, des centaines de portables qui prennent en photo, des iPads qui prennent en photo, peu importe s'il y a un petit avertissement où on dit que les flashs sont interdits dans la salle, ça montre aussi le degré de respect de la règle par les touristes. Mais c'est une nouvelle façon, un prisme, le digital, on ne peut plus se séparer de cet outil. Je vous rappelle, le téléphone portable a été inventé en 1973, donc c'est relativement ancien, a été diffusé notamment dans les années 90. Ça, l'iPhone, c'est 2007. Il y avait une vie avant l'iPhone et on était capable d'aller visiter des musées sans iPhone et de regarder les tableaux. Toujours est-il que c'est une réalité aujourd'hui. L'élément clé, c'est que nous sommes dans une civilisation connectée, une civilisation ultra connectée. À l'échelle de la planète, regardez simplement, il y avait environ, en 2010, 3 milliards d'objets connectés.
tout type d'objets, les téléphones, les tablettes, etc., etc. En 2020, 10 ans plus tard, il y en aura 80 milliards. 80 milliards. Donc c'est absolument considérable. Ça veut dire que ça bouleverse notre économie. Quand on dit que c'est une vraie révolution, bien sûr que ça en est une. Et c'est une révolution quotidienne. Le tourisme l'a vécu de plein fouet. Aujourd'hui, plus de la moitié des réservations, tous secteurs touristiques confondus, c'est bien sûr sur Internet et à distance que ça se fait. Aujourd'hui, c'est 50 milliards d'euros en France de chiffre d'affaires, donc c'est absolument considérable. Donc ça veut dire que d'abord, la première réalité, c'est l'apparition de nouveaux métiers, de nouvelles compétences. On parlait de compétences avec Nathalie tout à l'heure. Vous avez des métiers qui sont apparus. Tous les musées, toutes les structures muséales ou patrimoniales se dotent par exemple de community managers. Des gens qui veillent à la réputation, à l'irréputation d'un établissement. Quelque chose qui, il y a 10 ans, n'existait pas. Et on dit qu'une mauvaise évaluation sur un site, parce qu'on évalue en permanence, ça coûte environ 10 000 euros, soit un hôtel, soit un établissement culturel. Donc ça veut dire qu'il faut ramer pour retrouver une notoriété. Et donc ça, c'est quelque chose d'absolument fondamental. Le deuxième type de métier, le deuxième type de compétence, c'est le multimédia. On ne visite plus aujourd'hui un lieu patrimonial ou culturel comme on le faisait il y a 30 ans. Donc ça veut dire que vous avez des ressources différentes, et je vais en reparler dans quelques instants. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, on est à la fois dans le numérique, mais aussi on est dans quelque chose de très intéressant, l'émergence des médias sociaux. Moi, pendant longtemps, j'étais extrêmement rétif à ces médias sociaux, n'y voyais aucun intérêt. Force est de constater que tous les établissements culturels et patrimoniaux se sont lancés là-dedans. Pourquoi? Parce que c'est un amplificateur de notoriété. Donc vous avez bien sûr ce petit schéma qui est assez amusant, qui vous montre que finalement, les établissements pensent que les usagers deviennent des ambassadeurs. Donc plus on parle, c'est un peu la logique médiatique, plus on parle d'un site, plus il est référencé, y compris sur Google, plus il a des chances bien sûr d'être visité et d'être source de recettes. Alors, vous avez mis une petite cartographie des médias sociaux existants dans le monde. Vous regarderez, il y en a des dizaines, mais bien sûr, les principaux médias sociaux, c'est cette petite illustration. Le musée du Louvre a 1 million de fans sur Facebook. Donc c'est le site patrimonial qui a le plus en France de personnes qui suivent cette actualité. Et ce qui est formidable avec les médias sociaux, c'est que vous avez la possibilité d'avoir une actualité quotidienne. Ce n'est pas la peine d'aller payer des pages de pub dans des journaux ou à la télévision. Vous avez une audience largement supérieure, et c'est ce qui intéresse bien sûr tous ces sites patrimoniaux. Enfin, pour finir, dans ce nouvel écosystème numérique et digital, vous avez aussi des entreprises qui vivent et qui se développent grâce à cela. Vous avez toute une panoplie de start-up. Je vous ai mis ici l'illustration avec 2 start-up qui sont incubées au Welcome City Lab, qui est le premier incubateur tourisme existant en France, à Paris, rue de Rennes, auquel on contribue de façon directe. Smart Apps et puis My Super Souvenir. Vous avez aussi des entreprises qui développent de la réalité augmentée. Je vous ai mis quelques photos. La première réalité augmentée connue en France était à Cluny, en Bourgogne. Et puis vous avez aujourd'hui tous les sites qui s'y jettent, si j'ose dire. Et puis pour finir, bien sûr, vous avez aussi d'autres supports, par exemple des serious games. Donc ça veut dire que là, vous avez vraiment la possibilité également d'avoir une nouvelle façon de vivre le patrimoine et une façon nouvelle de connaître les patrimoines touristiques. Enfin, pour terminer, vous dire que tout ce que je viens de vous dire, bien sûr, ça se situe dans une réflexion prospective. On pense, à l'échelle du monde, que d'ici 2030, le nombre de touristes internationaux va doubler. Donc, c'est-à-dire qu'on va passer en gros d'1 milliard à 2 milliards de personnes qui vont franchir une frontière pour aller consommer du tourisme. Grosso modo, la France va avoir un nombre de touristes internationaux qui va doubler. Donc on va passer de 80 à 160 millions de visiteurs internationaux. Ça veut dire qu'on est dans une structure extrêmement dynamique et le taux de croissance moyen annuel du tourisme à la surface de la planète, c'est 4%. Et il n'y a aucune raison que ça stoppe d'ici 2030 et l'Europe va en bénéficier bien sûr. Donc tout ce que je viens de vous dire, c'est une vision prospective que beaucoup de gens développent à l'échelle des territoires. Imaginez doubler le nombre de visiteurs sur un site quand il est déjà en situation de congestion. Donc ça veut dire qu'il faut imaginer ce qu'on peut apporter comme réponse, à la fois en termes de tarification, de gestion
y compris de circulation, de gestion de réservation horaire, mais également de complément de visite en utilisant notamment le numérique. Voilà ce que je souhaitais vous faire partager cet après-midi ou début de soirée. Je pense que j'ai à peu près tenu l'horaire. Merci de votre attention. Et, bien sûr, j'allais oublier de vanter l'excellent ouvrage que nous avons coécrit avec Lionel Walker. Vous n'êtes pas du tout obligé de l'acheter. Pardon ? Il est à la bibliothèque de l'université, me signale Nathalie. C'est formidable que l'université était aussi réactive dans l'acquisition. Je ne suis pas sûr que le CNAM l'ait acquis directement. Voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. En tout cas, chère Nathalie, je vous remercie. Oui, bonsoir. J'ai été étonné par une de vos diapos. C'était sur la carte régionale de PACA, Rhône-Alpes, Île-de-France. Et de voir que l'Île-de-France, c'était pas plus que 12%, parce qu'on dit que Paris, voilà, c'est l'endroit privilégié pour les touristes, etc. Et pourtant, c'est en dessous de 12%, parce que c'était légèrement coloré. Et parce que pour nous, je pense que pour la plupart d'entre nous, si on reste dans le tourisme, c'est peut-être pour rester dans la région. Et moi, j'ai trouvé que c'était étonnant de voir autant de personnes dans le sud par rapport à la région parisienne. Alors là, c'est une carte qui présente le poids du tourisme dans le PIB régional. Ok, merci. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de touristes en région parisienne. C'est la première région touristique et la première région en termes d'emploi. Bonsoir. Moi, je voulais simplement savoir si, selon vous, c'était mieux la gratuité des musées ou pas. Alors, je vais vous dire le fond de ma pensée. Je pense que la gratuité est une bêtise. Alors, je pense qu'il y a deux types de gratuité. Il y a la gratuité à la direction des scolaires. Et vous savez que dans plein d'établissements culturels, les scolaires, c'est la moitié des visiteurs. Ça, ce sont des conventions entre les établissements et le rectorat ou les écoles. Donc, pas avoir d'idées préconçues, et je pense que pour les scolaires, c'est plutôt bien. Mais je pense que pour les autres formes de gratuité, un usage mérite une rétribution. Voilà. Donc je suis, à titre personnel, tout à fait opposé à la gratuité, hormis pour les scolaires. Une réflexion, si tu permets, à l'excellente démonstration que tu nous as faite, c'est d'attirer l'attention de nos amis sur l'importance des transports pour le développement des territoires et des lieux touristiques. C'est une des grandes difficultés pour valoriser des sites historiques qui sont superbes. Je pense à des sites comme Provins, et qui sont très excentrés, mal reliés par les transports, et qui, s'ils étaient à Marne-la-Vallée, connaîtraient une fréquentation 20 à 30 fois supérieure que ce qu'ils connaissent aujourd'hui. Et on le voit bien quand Disney cherche à s'implanter, le premier point sur lequel ils entament des négociations avec les collectivités et l'État, ce sont les transports, c'est-à-dire la prolongation du RER. S'il n'y a pas de RER qui vient chez Disney, Disney perd plus de la moitié de sa fréquentation. C'est considérable comme impact. Et je pense que tous ces développements touristiques, là, si bien traités, il est important d'insister sur les transports infra. Il y a les aéroports, c'est entendu, on amène les étrangers dans notre pays, mais c'est après que ça se complique parce que ça coûte excessivement cher. Et on le voit, nous, en Île-de-France, nous avons des accès assez bien traités en transversalité, mais pas du tout en verticalité. Ce qui pose, vous le connaissez bien, pour vous, Marne-la-Vallée, aller à Fontainebleau, c'est très compliqué. Aller à Dourdan ou à Versailles, c'est très compliqué, il faut tout traverser. Alors Versailles, c'est un peu plus simple, parce que vous avez le RER qui vous y conduit. Mais on a toute une réflexion qui porte sur les transports, et le laboratoire d'immobilité de l'université bosse dessus. Je crois que c'est un des sujets vraiment majeurs du développement touristique territorial. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Moi, j'avais juste une question pour compléter celle qui a précédé. Le modèle anglais, c'est un modèle de gratuité des musées. British Museum en particulier. Alors, il y a une union toujours à la sortie, on peut mettre... Il y a beaucoup d'institutions privées en Bretagne. Donc, alors, si tu veux, moi, je pense que de toute façon, le sens de l'histoire, ça n'est pas la gratuité. Voilà.
Donc pour tous les services d'ailleurs, on parle du transport, la gratuité dans les transports est un non-sens économique absolu. C'était vrai, pouvoir permettre la gratuité quand les collectivités équilibraient les budgets. En transport, il y a une notion qui s'appelle le taux de couverture moyen, c'est-à-dire ce que rapporte la billetterie, les recettes commerciales dans le budget global annuel. En France, par exemple, les lignes de transport public urbain, la moyenne du taux de couverture, c'est entre 30 et 40%. Ça veut dire que les collectivités prennent en charge le déficit et c'est environ 60% en moyenne de la réalité. Pour les établissements culturels, c'est la même chose. Ça veut dire qu'en période de grande opulence de l'argent public, pourquoi pas? Mais lorsque l'argent public est en voie de raréfaction et quasiment est totalement inexistant, en tout cas pour ce type d'activité, la gratuité est un non-sens. Donc en Grande-Bretagne, il y a quelques lieux culturels où c'est vrai, le principe est une gratuité, mais ensuite vous avez un autre phénomène qui va souvent de pair, vous avez des fondations à côté qui financent ces institutions de façon largement supérieure à ce qu'on peut connaître en France. Donc ça livre les comptes, voilà, si j'ose dire. Je voulais revenir sur le sujet de la gratuité. Bien évidemment, rien n'est jamais gratuit. Quand on parle de gratuité, c'est la gratuité pour effectivement le visiteur, mais le contribuable, lui, paie. Donc le problème, c'est la définition des politiques publiques, c'est-à-dire comment on finance et par quels moyens. Est-ce que c'est par l'impôt ou est-ce que c'est l'utilisateur? Autant comme pour les scolaires, et là je suis tout à fait d'accord, la gratuité entre administrations, si je veux dire, c'est jamais qu'un transfert de moyens entre les écoles et les musées, et donc deux ministères qui travaillent ensemble, et ça peut avoir une logique, mais lorsque l'on veut... Il y a la gratuité, y compris pour les publics à revenus modestes, elle est prise en charge, par exemple, par les départements, par les communes, par les accords. Et donc, c'est pas du tout gratuit, mais c'est gratuit pour celui qui visite. Maintenant, la gratuité pour tout le monde, effectivement, c'est un non-sens. C'est un non-sens, puisque même en Angleterre, effectivement, un certain nombre de musées sont gratuits, et pas tous d'ailleurs, un certain nombre de musées sont gratuits, mais ce sont essentiellement les collections permanentes. Et ce qui attire du monde, je suis encore vu récemment en Angleterre, ce sont évidemment les expositions où là, ça finance. Et effectivement, Brice a attiré l'attention sur le lean management. Et là, on voit déjà en Angleterre, et notamment plus on réserve le taux, effectivement, moins on paye cher, et puis ensuite on a des politiques de créneaux où on ne paye pas véritablement les mêmes prix pour toutes les expos. Et là, ça devient quelque chose d'intéressant, puisqu'on a effectivement du lean management qui est introduit dans la gestion des musées. Alors ma question là-dessus, ce serait, effectivement, on a une professionnalisation désormais des managers de musées. Hein. On n'a plus des conservateurs, on a des conservateurs managers, entre guillemets. On est dans une période de transition générationnelle, y compris dans la formation de ces conservateurs. Et j'aimerais avoir un petit peu ton avis là-dessus. Puis ma deuxième question, tu nous as montré la répartition des visites, mais pas la répartition des recettes au château de Versailles. Et j'aurais aimé savoir si tu les avais, parce que ça m'intéresse beaucoup. Alors pour la deuxième partie, je t'enverrai un petit support de présentation qu'on m'a envoyé du château de Versailles, où tu auras toutes les données financières qui peuvent t'intéresser, qui sont grand public, donc il n'y a aucun secret là-dessus. Sur la première question, je crois que le temps est très intéressant, parce que pendant longtemps, on a opposé finalement le monde du tourisme et le monde de la culture. Il y avait d'un côté, en France, il y avait d'un côté les gens vulgaires qui faisaient du tourisme, de l'autre, il y avait les érudits qui ne s'intéressaient qu'à leur piédestal. Ça a un tout petit peu changé. Mais ça concerne de trait le tourisme. Ce qui est arrivé récemment, c'est bien sûr, en ce qui concerne la loi Macron. Est-ce que vous avez un avis ou une remarque à faire sur éventuellement l'avenir des guides conférenciers? Le statut des guides conférenciers, je vais vous répondre. D'abord, notez que, alors je voulais dire, nous avons commis avec Sylvain et puis quelqu'un que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Patrick Courtin, qui est responsable de la licence pour guide conférencier à Paris 10. On est les 3 responsables régionaux et on co-signe une tribune qu'on essaye de faire publier dans les journaux, dans les grands quotidiens français. Force est de constater que ça n'intéresse pas tout à fait les quotidiens. Le Monde, Libé, Figaro, les Échos, on a tout fait.
Donc on va sans doute publier ça dans des journaux spécialisés tourisme et culture. Donc vous aurez notre avis collectif. Et là, je vous donne mon avis individuel. Mon avis individuel, c'est vous dire d'abord que la réforme Macron touche trop de choses. Une loi qui fait 200 articles, c'est une loi qui est plus longue que la Constitution, ce qui est à mon sens législatif, je pense. Premier élément. Deuxième élément, dans ce projet de loi, on avait tout mis. Dans la version du 13 novembre 2014, page 71 et 73, on parlait de la réforme du statut des guides conférenciers. Et la réforme, c'était simple, c'était supprimer le statut de guide conférencier. 2 pages plus loin, 75 et 76, on parlait de la suppression du statut d'agent de voyage. Et pour vous dire à quel point le cabinet d'Emmanuel Macron avait bien préparé son affaire, l'intitulé et la rédaction des chapitres étaient identiques. Donc c'était du pur copier-coller, comme ce qu'on déteste dans les mémoires d'étudiants. Donc c'était sans doute un stagiaire énarque qui avait dû rédiger ça un soir en sortant du cinéma et du théâtre. Ça montre d'abord, premièrement, que cette loi ignorait un certain nombre de réalités. Associer le statut de conférencier, dite profession réglementée, à celui de notaire ou d'huissier de justice, une méconnaissance totale de l'activité, des revenus et des contraintes économiques du dit conférencier. Alors, on a beaucoup discuté, je peux vous dire, je ne vais pas vous donner des scoops, mais on a beaucoup discuté avec les fédérations professionnelles, et dans la deuxième version de la loi Macron du mois de décembre, tout ce qui portait sur les guides conférenciers était retiré. C'est une réalité. Ça a été ensuite transféré à un deuxième ministre qui s'appelle Thierry Mandon, qui a vocation à simplifier les procédures administratives, ce qui n'est pas simple dans notre pays. Dans la loi de simplification de Thierry Mandon, il était prévu dans la première version, pareil, une simplification des procédures d'obtention du statut, notamment en termes de diplôme, en termes de niveau de langue, et ensuite, bien sûr, en termes de méthode pour obtenir le statut. On a encore discuté avec le cabinet, c'est un troisième cabinet qui a hérité du dossier au mois de janvier, celui de Carole Delga, qui est une secrétaire d'État rattachée à ministre de l'économie et des finances, non, ministre de l'économie et des finances Emmanuel Macron, non, Fabius pour l'instant, lui, Fabius est en charge de l'exportation, donc le tourisme vers l'international. Donc il y a eu plusieurs réunions avec le cabinet, j'ai sur moi, je vous enverrai si ça vous intéresse, un petit compte-rendu d'une réunion fin janvier avec le cabinet de Carole Delga qui dit que normalement on devrait garder le statut de guide conférencier, donc je vous donne un scoop, et que les formations demeureraient, c'est-à-dire licence pro et master 2. La seule évolution dont on parle vraiment, c'est une évolution déclarative. C'est-à-dire qu'il n'y aura plus la démarche à faire pour aller obtenir la carte professionnelle auprès des services préfectoraux, et on va transformer la carte professionnelle en badge numérique, qui est une grande avancée démocratique. Sur ce, il y a un quatrième cabinet ministériel qui s'est intéressé au sujet, c'est celui de Fleur Pellerin. Dès qu'on parle de numérique, elle est là, pas encore très cultivée, mais elle sont du coup mondiale, surtout après ce que François Hollande a dit récemment. Et donc le cabinet de Fleur Pellerin, qui a reçu une délégation le 11 février, donc très récemment, la semaine dernière, de guide conférencier, a confirmé ces différents faits. C'est-à-dire qu'on va maintenir le statut de guide conférencier, on va maintenir les exigences de qualification et de compétences, donc de diplôme, on va maintenir les exigences linguistiques. La grande évolution, c'est la transformation de ces cartes professionnelles en badge. Donc aujourd'hui, c'est l'état de méconnaissance, de mes plus loin connaissances, ou peut-être ce soir une méconnaissance, je ne sais pas s'il y a eu des évolutions dans la journée. En tout cas, toujours est-il que la grande réforme annoncée, le grand soir, n'aura pas lieu, et vraisemblablement, on va continuer ce qui a été initié dès 2011, c'est-à-dire une professionnalisation de celles et ceux qui doivent accompagner, pour les autres, peut-être vous ne savez pas ce qu'il y a un statut de conférencier, les groupes de tourisme dans des lieux classés et obtenir ce qu'on appelle le fameux droit de parole. Donc voilà l'état de mes connaissances ce soir. J'espère vous avoir répondu précisément. Non, merci pour le scoop.